dédié à Ferrecides, donc une biotech sur la thématique des infections bactériennes et qui fait l'actualité cette semaine car vous êtes en processus d'introduction en bourse. C'est la première introduction en bourse de l'année et donc avec un PEA, PME ou encore un compte titre, en particulier chez eBourse, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà souscrire à cette opération. Alors, je suis avec deux de ces dirigeants, avec Guy-Charles Vanneau de Lahorie, qui vous êtes le CEO, le Chief Executive Officer, le président du directoire. Bonjour Guy-Charles. Bonjour. Et nous sommes aussi avec Philippe Rousseau, qui lui est le COO, donc le Chief Operating Officer. Directeur des opérations, ça marche très bien. Voilà, en bon français. Merci de venir à mon aide. Donc, bonjour Philippe. Voilà. Bonjour Jean-Baptiste. Deux mots sur l'objectif, qui est de bien comprendre bien sûr l'activité de Ferrecides, sa création de valeur, les différentes étapes de votre développement, bien sûr aussi de parler aussi des modalités de cette introduction en bourse, comment on peut y participer pour qu'en tant qu'actionnaire, eh bien, on puisse avoir tous les éléments pour investir et vous accompagner dans votre aventure. Je précise également que ce webinaire est interactif. Donc, vous, en tant que participant, vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Moi, je les vois apparaître sur mon écran et je les pose à l'oral, donc à nos deux dirigeants. Voilà, on peut aller tout de suite dans le vif. Guy-Charles, donc, je vous propose que vous nous expliquiez donc qui est Ferrecides et quelle est son activité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Baptiste et merci à vous tous de participer à cette réunion. Donc, nous avons préparé une présentation avec quelques slides pour vous expliquer ce que fait Ferrecides, quels sont les plans de développement et en dernière slide, les modalités de l'opération. Donc, Ferrecides est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de solutions thérapeutiques pour lutter contre les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Et cette solution que nous proposons est basée sur l'utilisation de virus. Alors, je vous passe une slide d'avertissement. J'imagine que vous êtes tous des investisseurs avertis. Je vous épargnerai la lecture de ce document qui est assez indigeste et je vais aller directement sur la présentation. Donc, Ferrecides, c'est d'abord une équipe expérimentée et complémentaire avec 5 personnes au comité de direction. Comme nous sommes structurés en société à conseil de surveillance et directoire, il y a un directoire, nous sommes 2 au directoire, Philippe et moi-même. Donc en quelques mots, je suis Guy-Charles de Lahorie. De formation, je suis docteur vétérinaire et j'ai un MBA de l'INSEAD. Cela va faire maintenant plus de 20 ans, plus de 25 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. J'ai, par exemple, créé la filiale France de Biogène et j'ai été directeur commercial US de Biogène, société américaine, avec un chiffre d'affaires de 700 millions de dollars. J'ai également été le directeur général de Neovax, que j'avais introduit en bourse en 2010. En 2 mots, Philippe Rousseau est à mes côtés pour diriger la société. Philippe a plus de 20 ans d'expérience. Philippe a une formation de financier, mais ça fait plus de 20 ans qu'il travaille dans le domaine de la biotechnologie, dans des sociétés tout à fait prestigieuses comme Vivalis, Exonit, pour lesquelles il a beaucoup travaillé pour les introductions en bourse. Et Philippe a une grosse expérience également à l'international en ayant passé beaucoup de temps aux États-Unis et en Suisse. Au sein du comité de direction, nous avons 3 autres personnes. Cindy Fèvre, la directrice R&D, qui est chez nous depuis janvier 2016, qui a une formation acquise à l'Institut Pasteur et également en Hollande, avec une spécialisation sur les phages. Nous avons Frédéric Vieville, qui est notre directrice qualité, qui a une double formation, docteur en pharmacie et ingénieur en biotechnologie, qui nous apporte 20 ans d'expérience dans la qualité et le manufacturing pharmaceutique, expérience acquise en France et également à l'étranger, en Angleterre en particulier. Notre directrice médicale est Brigitte Palestro, qui est docteur en médecine et qui a une expérience de 24 ans dans l'industrie pharmaceutique, une grosse expérience de développement clinique d'anti-infectieux en ayant travaillé chez Diamant et Pfizer sur des antibiotiques, chez Roche sur des antiviraux, et son dernier poste était au sein de la direction européenne de Ipsen. Donc, les infections bactériennes, c'est un enjeu de santé publique mondiale, en particulier à cause de l'antibiorésistance. Donc, c'est illustré sur cette slide avec la partie droite qui montre la progression de la mortalité due à la résistance aux antibiotiques. En 2014, il y avait eu 700 000 morts rapportées.
un rapport tout à fait officiel fait par le Premier ministre anglais en 2015 estimait qu'en 2050, on pourrait avoir 10 millions de morts par an et ça serait la première cause de mortalité dans le monde. Ce chiffre est repris par tout le monde, y compris par l'OMS. Donc, un problème tout à fait majeur, vous voyez, 10 millions de morts par an. De l'autre côté de la slide, on voit que un certain nombre de familles d'antibiotiques ont été découvertes, développées et mises sur le marché. Ça a commencé fin des années 30, début des années 40 avec la pénicilline. Et jusque dans les années 80, on a eu un flot assez continu de nouvelles familles d'antibiotiques mises sur le marché. Malheureusement, la source s'est arrêtée dans les années 80. Donc, on voit qu'il y a vraiment un problème de santé majeur, une absence de solution avec les antibiotiques qui ont été très utilisés pendant 40 ans, et il faut trouver de nouvelles solutions. Alors, la solution sur laquelle nous trouvons, et qui est la solution la plus avancée à l'heure actuelle, c'est la phagothérapie. La phagothérapie, c'est l'utilisation de virus, tueurs de bactéries, pour traiter les infections bactériennes. Donc, les tueurs de bactéries, les virus tueurs de bactéries sont appelés bactériophages, et le diminutif, entre guillemets, couramment utilisé, c'est phage. Alors, ce sont des virus naturels, des prédateurs naturels des bactéries qu'on retrouve dans l'environnement. C'est même l'organisme le plus répandu dans l'univers, avec une estimation de 10 puissance 31 phages. Et ce sont des virus qui présentent des caractéristiques très intéressantes. La première, c'est qu'ils sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Ils n'ont aucune activité sur les cellules eucaryotes, dont les cellules de mammifères et d'hommes, par conséquent. Donc, ils sont très spécifiques et même au sein des bactéries, chaque phage ne vise qu'un type de bactérie, qu'une espèce bactérienne, et au sein de cette espèce, même que quelques souches. Donc, on voit une très, très grande spécificité, ce qui leur donne une tolérance excellente. Le deuxième point, c'est que leur mode d'action est totalement différent de ce qu'on peut voir avec les molécules chimiques comme les antibiotiques. Et leur mode d'action est illustré au milieu de cette slide avec le cycle. On voit que le phage reconnaît sa proie, se fixe dessus, c'est le petit 1, et injecte son ADN. C'est ce qu'on voit en 2. En 3, l'ADN du phage va détourner la machinerie bactérienne à son profit pour fabriquer des nouveaux phages. On voit 3 et 4. Ensuite, dans la bactérie se retrouvent de nombreux phages qui vont provoquer la destruction, la mort de cette bactérie avec le relargage dans le milieu extérieur, donc dans le foyer infectieux, de nouveaux virus bactériophages qui vont chercher leur proie également. Ceci donne, donc on voit 3 points, une très grande spécificité qui leur donne une grande tolérance, une grande rapidité d'action. Évidemment, il faut plusieurs cycles comme celui que je viens de vous décrire pour que le foyer infectieux commence à être sérieusement entamé. Et surtout, une caractéristique très intéressante qui est que c'est un médicament qui se multiplie. Donc, il ne va pas y avoir besoin de multiples administrations, injections, comme avec les antibiotiques. Une fois que les phages ont trouvé leur proie et sont dans le foyer infectieux, il n'a pas besoin de rajouter beaucoup de phages. Nous avons des expériences cliniques avec des patients qui, avec une application sur un foyer infectieux qui était rebelle à tout traitement, ont pu être guéris. Donc, on voit des traitements simples, très peu d'administration, efficaces et très bien tolérés. Alors, nous avons développé un concept au sein de cette phagothérapie. Nous avons développé le concept de la phagothérapie de précision. Donc, cela veut dire que ça veut dire que nous avons identifié, sélectionné des virus qui sont des champions sur les bactéries que nous avons déterminées comme étant notre cible. Donc, ces champions sont déterminés en fonction de 2 critères principalement. Le premier, c'est qu'ils sont efficaces sur un grand nombre de souches bactériennes de l'espèce visée. Ça, c'est le critère d'efficacité. Et deuxièmement, ils sont faciles, entre guillemets, à produire avec de très bons rendements. Donc, nous avons sélectionné quelques champions par espèce bactérienne cible. Et ces champions, nous les produisons en grande quantité. Ça nous permet de faire des lots de grande quantité et donc d'amortir tous les coûts fixes, en particulier les coûts liés au contrôle qualité. Et le traitement, ensuite, sera fait en fonction des résultats d'un phagogramme qui aura permis de déterminer quels champions dans notre collection de champions sont les plus actifs sur la souche bactérienne du patient. Alors, c'était un concept tout à fait novateur en 2016. Nous l'avons testé. Il est validé parce que nous l'avons testé sur plus d'une vingtaine de patients en France et nous l'avons également testé auprès des autorités réglementaires, en particulier l'Agence européenne du médicament. C'est
nos produits étant des produits dits biologiques. Leurs dossiers seront examinés par l'Agence européenne du médicament pour avoir des autorisations de mise sur le marché européennes. Donc, nous avons validé cette approche sur la famille des phages anti-Staphylococcus aureus auprès de l'Agence européenne du médicament et nous avons eu cet avis scientifique en mars 2020. Alors, Ferricides aujourd'hui, c'est une société qui donc a choisi d'adresser, de viser le problème sanitaire causé par des bactéries très dangereuses, selon une liste établie par l'OMS. L'OMS a établi une liste d'une dizaine de bactéries à traiter en priorité en termes de recherche et développement. Nous en avons sélectionné 3. Staphylococcus aureus, qu'on appelle plus vulgairement, dans le langage vernaculaire, on appelle ça le staphylocoque doré, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli. Nous avons déjà eu l'opportunité de traiter 22 patients en France et il y a des traitements qui ont lieu actuellement, donc ce chiffre est appelé à augmenter, ce qui nous a permis de valider notre concept et de valider la qualité de nos produits en termes de tolérance et d'efficacité. Nous avons des brevets, nous avons 4 brevets qui ont été déjà délivrés pour 3 d'entre eux dans des territoires majeurs comme les États-Unis, la communauté européenne, le Japon, Hong Kong, l'Australie, Israël, etc. Nous sommes une équipe… Si je peux me permettre, j'ai une petite question. Comment pouvez-vous faire des brevets sur des organismes qui sont naturels? Merci de poser la question. Effectivement, c'est une question très intéressante et qui a exigé beaucoup de réflexion de notre part et de la part de nos conseils. Nous avons déposé et obtenu, je répète, nous avons des brevets d'utilisation de nos phages en association pour traiter les infections bactériennes, mais également dans d'autres utilisations. Ça peut être des traitements vétérinaires, ça peut être dans le diagnostic, ça peut être également dans la désinfection. Donc, nous avons des brevets d'utilisation de nos phages dans une série d'indications. Alors, ce développement, tous ces développements, toute cette recherche et ces développements ont pu être faits grâce à des partenaires scientifiques que nous avons, tels que l'Institut Pasteur, l'INRA, les CRIOAC. Les CRIOAC, CRIOAC est un acronyme qui signifie Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes. Donc, ce sont 24 services hospitaliers partout en France, au sein d'hôpitaux universitaires, qui sont spécialisés dans le traitement, comme leur nom l'indique, des infections ostéo-articulaires qui ne répondent pas aux traitements habituels. Nous travaillons également avec un centre de recherche et développement semi-public qui s'appelle Biostère. Nous avons eu de très nombreux contacts très fructueux avec l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, et avec l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Alors, l'antibiorésistance est un marché tout à fait important. On a vu en termes de mortalité, je vous ai déjà donné des chiffres qui sont absolument terrifiants, avec 10 millions de morts par an dans les années 50, en 2050, avec très peu de nouveaux antibiotiques depuis les années 80 et une pression financière sur les systèmes de santé très très importante, puisque les Américains avaient estimé qu'en 2020, ça leur avait coûté 20 milliards de dollars et qu'en 2022, ça leur coûterait presque 40 milliards de dollars. Nous avons choisi les 3 cibles, Staphylocoque doré, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, selon plusieurs critères. Un critère très important, c'était que ce sont 3 bactéries qui représentent à elles 3 plus des 2/3 des infections résistantes aux antibiotiques, avec comme coupable majeur Staphylocoque doré, qui est numéro 1 aux États-Unis, et Escherichia coli, qui est numéro 1 en Europe. On voit que ça change selon les territoires, ça change également selon les définitions, mais on voit que ces 3 bactéries représentent plus des 2/3 des infections résistantes dans le monde, dans les pays développés. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible que les bactéries évoluent et deviennent elles-mêmes résistantes à vos phages? Alors, c'est une question qui est très débattue et qui a été documentée. Alors, il faut savoir que ça va être comme pour les antibiotiques, entre guillemets, c'est-à-dire que une très grande utilisation de nos phages va certainement faire apparaître des clones résistants, voire favoriser des mutations pour l'obtention de clones résistants. Mais la nature est très bien faite, en ce sens que dès l'apparition de bactéries qui ne répondraient pas à nos phages, d'abord, il y a certainement dans le milieu naturel des phages qui seront actifs sur ces souches, et deuxièmement, s'il n'y en a pas, il y en a qui vont apparaître très rapidement, parce que depuis les milliards d'années que le combat bactérie-phage se fait,
si les phages n'avaient pas pu évoluer rapidement, il n'y aurait plus de phages, il n'y aurait plus que des bactéries. Donc, nous avons bien prévu de surveiller ça, de monitorer ça de façon très précise, et nous avons déjà discuté avec les autorités la possibilité de trouver et développer des nouveaux phages au sein de familles que nous connaissions pour résoudre ce problème. Et nous avions même évoqué avec les agences la possibilité de faire comme pour le vaccin de la grippe. Le vaccin de la grippe, tous les ans change parce que le virus mute. Donc, la possibilité d'enrichir notre collection avec des nouveaux phages qui traitent les bactéries résistantes sans avoir à refaire tout le développement clinique en particulier. D'accord. Et juste pour vos phages, je crois que l'histoire est intéressante. Hein. Où vous trouvez vos phages? Je ne crois pas que vous l'aviez dit. Alors, effectivement, c'est un peu. Je vous remercie de poser cette question. C'est un peu un clin d'œil. La majeure source de phages naturels pour nous, ce sont les eaux des égouts, et plus précisément près des hôpitaux. Nous avons un accord avec les égouts de Paris et nous recevons régulièrement des échantillons d'eau d'égout prélevés près des hôpitaux. Et pourquoi près des hôpitaux? Parce que les hôpitaux sont des endroits où il y a beaucoup de bactéries, où beaucoup d'antibiotiques sont utilisés. Donc, on trouve facilement dans les eaux d'égout près des hôpitaux des bactéries résistantes aux antibiotiques et donc des phages actifs sur ces bactéries. Donc, c'est un milieu très riche en phages, très intéressant pour leur activité sur des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors, aujourd'hui, le concept pour revenir un peu plus en détail sur la phagothérapie de précision, donc maintenant nous avons sélectionné nos champions, nous les avons produits, et quand nous avons à traiter un patient, ça se passe de la façon suivante. L'équipe hospitalière nous envoie la souche du patient, la souche bactérienne qui pose des problèmes. Et en moins de 48 heures, nous sommes capables de dire lesquels parmi nos champions sont particulièrement actifs sur cette souche. À ce moment-là, nous envoyons des flacons avec ces phages-là qui sont appliqués, administrés aux patients. Donc, ça nous permet d'être sûr que les phages que nous envoyons sont actifs sur la souche et c'est en quelque sorte une garantie de succès du traitement. Cette approche est évidemment réplicable à un nombre important, voire illimité de cibles bactériennes. Il suffit, et quand je dis suffit, c'est entre guillemets, une fois que nous avons choisi une cible, de chercher dans le milieu naturel des phages, de les sélectionner, de les produire, et cette stratégie thérapeutique est à mettre en place. Nous avons tout protocolisé, donc tout ce que je vous ai décrit est parfaitement connu et éprouvé chez nous. Alors, un mot sur nos familles de phages. Sur Staphylococcus aureus, nous avons 2 phages champions qui, pour l'instant, ont toujours été actifs sur toutes les souches cliniques françaises qui nous ont été envoyées. Pour Pseudomonas aeruginosa, nous avons 4 champions qui, lorsqu'on les avait sélectionnés sur un panel reconnu comme représentant bien la diversité de l'espèce bactérienne, étaient actifs sur 98% des souches, et en pratique, sur les souches cliniques reçues, on a eu une efficacité de 80%. Et pour Escherichia coli, nous avons 5 champions qui ont été sélectionnés de façon à apporter plus de 90% de réponses positives sur un panel qui nous avait été fourni par le Centre national de référence des entérobactéries. Nous avons, alors, comme je vous l'ai dit, traité. Vous avez mis que vous traitiez en compassionnel. Peut-être que ça va aussi avec votre slide là, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà des personnes donc, qui ont expérimenté et qui sont déjà traitées avec ces phages. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la slide qui est à l'écran, j'espère. Enfin, c'est celle que je vois moi. Donc, nous avons eu l'autorisation et le privilège de traiter 22 patients en France qui souffraient d'infections très graves, ne répondant pas bien au traitement par antibiotiques et dans des indications très variées. Une majorité dans des infections ostéo-articulaires sur prothèse de hanche ou prothèse du genou, mais également des infections d'un type très différent, par exemple une endocardite sur valve, c'est-à-dire qu'il y avait une infection d'une valve cardiaque. Nous avons eu également une infection crâniale suite à une opération pour tumeur crâniale. Nous avons une infection sur un ulcère du pied diabétique. Enfin, vous voyez, on a eu différents types d'indications qui ont été traitées par différents types d'administration et nous avons eu 2 patients qui ont reçu nos phages par voie intraveineuse. La voie intraveineuse qui est celle qui est la plus difficile à assurer en termes de tolérance
et nos phages ont toujours été très bien tolérés. Les résultats traitement compassionnel, c'est-à-dire c'est des clients c'est que des clients, c'est des patients qui n'avaient pas le choix, qui n'avaient pas d'autres possibilités de se soigner. Absolument, absolument. Tous ces cas ont été examinés de façon très attentive par la NSM avant que la NSM donne son accord, en constatant qu'il n'y avait pas d'autres alternatives thérapeutiques actuelles pour traiter ces infections. D'accord. Et je me permets de poser encore une question. Quelle est la réaction immunitaire, du corps humain par rapport aux phages? Alors, c'est une question très importante. La littérature scientifique décrit l'apparition d'anticorps contre les phages. Des équipes dans les pays de l'Est, parce que dans les pays de l'Est, la phagothérapie ne s'est jamais arrêtée, des équipes des pays de l'Est, en particulier une équipe polonaise qui est très en pointe là-dessus, a décrit sur des cohortes de patients qu'il y avait bien apparition d'anticorps, mais il n'était impossible de mettre en évidence une corrélation entre anticorps et perte d'efficacité des phages. Donc, il y a des apparitions d'anticorps, on ne connaît pas leur signification au niveau thérapeutique. Nous pour l'instant, dans les cas que nous avons traités, nous avions affaire à des traitements avec un très faible nombre d'administrations. Donc, nous n'avons pas suivi les anticorps parce que nous n'avons pas encore mis au point les tests pour les suivre, mais il est fort peu probable qu'avec quelques administrations, sur des traitements qui ont duré relativement peu de temps, il y a eu apparition d'anticorps. Nous n'avons pas vu de perte d'efficacité des phages en cours de traitement ou après le traitement. Alors, les traitements compassionnels, nous n'avons pas eu les informations sur tous, parce que dans les cas compassionnels, les équipes médicales n'ont aucune obligation de nous faire connaître les résultats obtenus. Elles ont l'obligation de nous faire connaître s'il y a des effets secondaires, ça on n'en a pas eu, mais elles n'ont aucune obligation de nous rapporter les résultats cliniques ou microbiologiques. Donc sur les cas pour lesquels nous avons eu des résultats, à chaque fois que les phages ont été utilisés comme il était convenu avec la NSM et l'équipe, les résultats ont été très encourageants. Ces résultats ont fait l'objet de présentations dans des congrès internationaux, également de publications. Une publication a été faite en novembre de l'année dernière sur 3 cas d'infection sur la prothèse du genou. Vous voyez des photos sous forme de vignettes à droite de la slide. Alors aujourd'hui, nous attaquons une nouvelle phase de développement. Nous attaquons une phase de développement clinique. Dès cette année, et c'est pour ça que nous faisons une augmentation de capital, nous allons attaquer les études cliniques. D'abord avec nos phages anti-Staphylococcus aureus, mais ensuite nous travaillerons également sur les autres phages. Donc dès 2021, nous allons lancer une étude dans l'indication infection ostéo-articulaire sur prothèse avec les cryoacs. Nous avons un très fort soutien de ces leaders d'opinion qui collectent entre guillemets tous les cas difficiles en France. Donc nous sommes très confiants sur les capacités de recrutement et le sérieux de ces équipes. Les premiers résultats seront au 3e trimestre 2022. En parallèle, il y aura d'autres études mises en place dès 2021, financées par les programmes publics qui s'appellent les PHRC, Programme hospitalier de recherche clinique. Une de ces études sera dans l'infection de l'ulcère du pied diabétique avec le CHU de Nîmes, et l'autre sera dans des infections ostéo-articulaires sur prothèse avec une différente technique et donc des catégories de patients différentes de la nôtre, avec le CHU de Bordeaux, elle s'appellera Phagos, et aussi bien Phagos que Phagopied se dérouleront en France. Ce seront des études multicentriques. Et vous voyez qu'après, nous avons un programme dense qui va nous permettre de dérisquer, entre guillemets, ce programme. Nous ne sommes pas dépendants d'un seul produit, nous ne sommes pas dépendants d'une seule indication, nous ne sommes pas dépendants d'une seule étude clinique. C'est pour ça que nous faisons appel au marché pour financer ce programme, sachant qu'en parallèle, nous allons mettre en place également, avec l'accord de la NSM, un programme d'autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire que nous allons mettre à disposition du corps médical hospitalier des phages anti-Staphylococcus aureus et des phages anti-Pseudomonas aeruginosa pour traiter des infections graves, avec possibilité, et c'est ce que nous ferons, de facturation. Donc dès 2021, notre société rentrera en clinique et fera du chiffre d'affaires. C'est quelque chose de tout à fait original et je ne suis pas sûr que ça soit unique, mais tout à fait original. Alors voilà, les ATU, c'est ce qu'on vous disait.
C'est ce que je vous disais, je vous en parlais. Donc, on va les mettre en place dès le deuxième semestre 2021. Il faut savoir qu'en mars 2019, à l'ANSM, à l'initiative de l'ANSM, a eu lieu une réunion d'un comité ad hoc, ça s'appelle un CSST, Comité scientifique spécialisé temporaire, dont les conclusions sont publiques et sont sur le site de l'ANSM. Ces conclusions étaient que dès que des phages anti-Staphylococcus aureus et anti-Pseudomonas aeruginosa fabriqués selon des grades pharmaceutiques, ça veut dire BPF, seront disponibles, les ATU seront accordés. Donc, nous sommes en train de fabriquer ces phages, ils seront disponibles mi-2021. Nous sommes en train de reprendre contact avec la NSM pour complètement verrouiller, entre guillemets, les ATU, et ceci va nous permettre de lancer le programme d'ATU mi-2021. Alors, pour l'instant, nous estimons que le marché auquel nous adressons en France est de l'ordre de 20 000 patients. C'est quand même un marché, c'est déjà un marché très important. Donc, vous voyez sur cette slide que nous avons également d'autres programmes, entre guillemets, de développement, puisqu'on voit que… Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est bon. Voilà, excusez-moi. Nous avons un développement tout à fait intéressant avec, en parallèle de ce que je vous ai décrit, nous allons travailler sur une deuxième génération du phagogramme. Le phagogramme, c'est cet outil qui nous permet de sélectionner les phages, de vérifier que nos phages sont actifs sur les souches des patients et de sélectionner les meilleurs pour le traitement. Donc, nous avons aujourd'hui un phagogramme de génération 1.0. Nous allons développer un phagogramme de génération 2.0 qui sera très automatisé, donc qui sera moins opérateur dépendant, qui permettra d'avoir des volumes beaucoup plus importants et qui, à terme, devrait pouvoir, nous espérons, être délocalisé, entre guillemets, au sein des hôpitaux et ou de laboratoires centralisés. Nous avons une génération de revenus à court terme avec les ATU et nous avons un peu à moyen terme, nous travaillons sur des solutions de manufacturing, de fabrication à large échelle et dont nous serions totalement maîtres. Alors, Ferricides, c'est quoi Ferricides? Donc, c'est une réponse à un problème de santé majeur. Je vous rappelle que donc 10 millions de morts potentiels en 2050, donc un problème identifié par l'OMS comme étant un problème majeur de santé. C'est un portefeuille diversifié avec 3 familles de phages protégées par des brevets, ciblant 3 bactéries qui ont été déterminées comme étant des priorités par l'OMS. Nous avons un programme précis, bien organisé, planifié pour développer d'abord sur une indication particulièrement bien choisie, ce sont les infections ostéo-articulaires, puisque là, les phages seront appliqués, administrés directement dans l'articulation lors d'une opération chirurgicale. Donc, les phages seront directement en contact avec le foyer infectieux et ça sera dans un milieu fermé. Donc, on est dans les conditions idéales pour démontrer les bénéfices que peuvent apporter les phages et l'expérience qu'on a eue avec les cas compassionnels nous rend très confiants. Nous avons alors grande proximité, c'est-à-dire nous avons eu beaucoup de contacts et des échanges très riches avec les autorités de santé. Nous avons également un business model très original avec l'apparition de chiffres d'affaires très rapidement en tout début de développement clinique. Et nous sommes une équipe, comme vous l'avez vu, très expérimentée et également compacte et très motivée. Il faut savoir que les traitements compassionnels que nous menons depuis maintenant presque 3 ans nous ont permis de vérifier l'efficacité de notre approche et c'est également un outil, entre guillemets, très fort de motivation des équipes. Tous les employés de Ferricides sont sur le pont quand on a un cas compassionnel et tout le monde suit ça avec beaucoup d'attention et c'est très fédérateur. Quand vous parlez de développement du chiffre d'affaires en phase clinique, c'est que vous allez commercialiser les ATU, c'est ça? C'est ça. Nous allons facturer, dans le cadre des ATU, nous allons facturer, absolument. Et est-ce que vous avez une idée de votre chiffre d'affaires 2021, par exemple, sur les ATU? Est-ce que c'est estimable? Alors, Philippe, tu veux dire 2 mots là-dessus? Je vais répondre
répondre à cette question. Alors, c'est estimable, mais est-ce que c'est estimable de façon fiable? C'est une autre façon de répondre à cette question. Je pense que ça ne l'est pas aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est que le prix n'est pas aujourd'hui fixé dans ces ATU, puisque ça va faire partie en fait des discussions qu'on va avoir quand on va déposer le dossier d'ATU, ce qui sera réalisé dans les mois qui viennent pour une mise à disposition de ces ATU au deuxième semestre 2021. Le point suivant, c'est que le nombre de patients qu'on vise, comme vous avez pu voir sur une des slides, en France est d'environ 23 500 patients, mais les ATU se font sans promotion. Donc, ça va vraiment être du bouche à oreille qui va faire que les gens vont aller vers dans cette direction. Et il faut aussi bien voir que la mise en place des ATU a un autre objectif pour la société, au-delà de la génération du chiffre d'affaires. Donc, pour vous donner l'ordre d'idée, si la première année, on a traité une bonne centaine de patients, on sera déjà relativement content. Et après, ça va aller en progression, même potentiellement de façon relativement exponentielle. Mais en tout cas, ça va commencer doucement et ça, on s'attend à ça, hein, c'est pas un souci. Et l'autre objectif de la mise en place des ATU, c'est vraiment une éducation du marché à la phagothérapie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand les gens ont une infection, en fait, on donne des antibiotiques, donc c'est un traitement quand même assez particulier, c'est la petite pilule, entre guillemets. Il faut que les gens changent aussi d'état d'esprit. Et aujourd'hui, des médecins qui ont pu avoir accès à des phages, à part des gens qui ont fait des traitements compassionnels, vous avez pu le voir aujourd'hui, on en a fait 22. Il y a très peu de personnes qui ont utilisé la phagothérapie telle qu'on la met en place. Et donc, pour nous, c'est vraiment un objectif d'éducation du marché qui va aussi nous préparer à la mise en place de toute la logistique, l'éducation des médecins, des infectiologues, des pharmaciens d'hôpitaux et ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, c'est particulièrement important et on sera la seule société aujourd'hui qui développe des phages qui va nous permettre de tester en fait tout ça à grande échelle, même si ça reste la France. Et on sera la seule société au monde à pouvoir commercialiser les phages à relativement grande échelle. Et c'est une pré-commercialisation qui, malgré tout, nous sera payée et générera des cash flows qui, en plus, pourront financer une partie du développement clinique. Donc, c'est un point particulièrement important. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des autorisations de mise sur le marché avec des phages en France? Non. Ah non. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de phage. Il n'y a pas de phage qui ait fait l'objet d'AMM. Et les seules phages qui sont les phages utilisés, les plus utilisés pour les traitements compassionnels, ce sont les nôtres. Il y a eu un cas de phage, un ou deux cas de traitement compassionnel avec des phages fabriqués, produits en Belgique. Et après, il y a, à côté de ça, la preuve qu'il y a un grand besoin, c'est qu'il y avait jusqu'à la Covid-19, il y avait tout un tourisme médical de patients qui allaient essayer d'avoir accès à la phagothérapie dans les pays de l'Est, en particulier la Géorgie, ou la Pologne. Donc il y avait un vrai besoin qui était plus ou moins assouvi par des solutions étrangères dans les pays de l'Est, avec des résultats très variables, parce que nous connaissons très bien des équipes médicales françaises qui ont eu à récupérer, entre guillemets, des patients qui avaient été, pour lesquels les phages géorgiens n'avaient pas été efficaces. Et des concurrents, et même on peut dire d'un point de vue mondial, pardon. Des concurrents aux États-Unis ou ailleurs? Oui, alors les concurrents, si vous voulez, alors bon, les concurrents, oui, qui étaient déjà partiellement traités, mais ce sont les concurrents les plus proches peut-être? Alors les concurrents les plus proches, c'est principalement trois sociétés. Il y a deux sociétés américaines, une qui s'appelle Armata Pharmaceuticals, une autre qui s'appelle Adaptive Phage Therapeutics et une société portugaise qui s'appelle Technophage, sur laquelle on a beaucoup de mal à avoir des renseignements. Il y a, et ça on pouvait s'en douter, il y a une société chinoise qui s'appelle Phagelux, mais c'est comme pour la Covid, impossible d'avoir des renseignements fiables. Et alors ça, ce sont des sociétés qui travaillent sur des phages naturels qu'on trouve dans la nature. Et ensuite, il y a quelques entreprises qui travaillent sur des phages dits synthétiques, c'est-à-dire génétiquement modifiés. Et nous pensons que les phages génétiquement modifiés, s'ils sont réplicatifs, et c'est quand même un des grands intérêts des phages, auront beaucoup de mal à être autorisés en Europe.
Donc aujourd'hui, dans les sociétés concurrentes, donc il y a 2 américaines, une qui est cotée, qui s'appelle Armata, cotée au Nasdaq, qui aujourd'hui vaut environ 68 millions de dollars et qui a un stade de développement assez proche d'une autre, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Et qui est issue de multiples fusions, donc c'est une société qui s'est construite par acquisition. Mais qui n'est pas plus avancée. C'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure sur les AMM sur les phages. En fait, des phages pour une application thérapeutique contre l'antibiorésistance, il n'y en a pas aujourd'hui d'approuvé au niveau mondial. Et il n'y en a pas qui sont à un stade plus avancé qu'un tout début de phase clinique à ce stade aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans le peloton de tête et grâce aux ATU, on compte bien prendre le lead sans se prendre tout le vent en 2 faces quand même. Mais bon, on compte bien se développer et asseoir notre leadership dans le domaine de la phagothérapie. Absolument. Alors pour pouvoir financer ces opérations, donc ce développement, nous faisons cette augmentation de capital avec l'opération actuelle. Donc voici les détails. Donc c'est une augmentation de capital. Il n'y aura que des actions nouvelles avec une offre à prix ferme de 6 €. La taille initiale est de 7 millions avec possibilité d'extension jusqu'à 8 millions. Une partie de nos actionnaires a pris l'engagement de participer à hauteur de 2 100 000 €. Nous avons un fonds qui n'est pas actionnaire qui a pris un engagement à hauteur de 2,5 millions. L'ensemble du capital existant a signé, enfin tous les détenteurs de capital actuels ont signé un accord de lock-up. Donc, pendant 12 mois, nous nous sommes tous engagés à ne pas vendre nos actions. La société, elle, s'est engagée à ne pas mener d'opération pendant 180 jours. Voilà. Et nous serons cotés sur Euronext Growth. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, nous serons très heureux de répondre à vos questions. Alors, juste sur Euronext Growth, on me posait la question, c'est bien une cotation en continu. Oui. En continu. Et si jamais donc, vous avez un PEA, un compte titre, un PEA PME, vous pouvez souscrire sur ces 3 types de comptes. Bien sûr, le plus intéressant, c'est de le faire avec son PEA ou son PEA PME si vous en avez un. Alors, je me permets juste de vous montrer pour ceux qui ne savent pas trop comment on fait techniquement et qu'on est client EasyBourse, soit dans votre messagerie, vous avez un message de client qui vous dit « Ah, voilà, il y a cette opération qui vous est proposée, Ferresides » et vous cliquez dessus et là, vous suivez « Répondre en ligne » et vous êtes… voilà, le process est simple, réponse en ligne. Et puis là, il y a effectivement un formulaire en ligne qui vous permet de souscrire de manière très simple à cette opération. Ce qui est important, c'est de bien choisir le type de compte. Si vous avez plusieurs comptes chez EasyBourse, sélectionnez bien si vous voulez le faire sur votre PEA, votre PEA PME, ou sur votre compte titre. Sachez que vous pouvez aussi le faire d'ailleurs avec en allant dans le menu Mes opérations, ordre sur introduction, où là vous retrouvez bien sûr toutes les introductions en bourse auxquelles vous avez pu participer et celles qui vous sont proposées aujourd'hui. Donc là, il y a effectivement Ferresides Pharma, et puis après, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça. Juste une précision, si vous avez plusieurs comptes EasyBourse, ou même plusieurs comptes, vous ne pouvez souscrire à cette opération que sur un seul compte. Il y a un seul compte, c'est réglementaire, c'est la loi. Et quand vous souscrivez, il y a quand même un élément aussi important, c'est qu'il y a un montant fixe de 6 € par action. Donc, il n'y a pas de surprise. Par contre, ce que vous ne pouvez éventuellement ne pas maîtriser, c'est combien d'actions vont vous être servies. Donc, il y a ce qu'on appelle des blocs A1 et des blocs A2. Si vous voulez acheter, commander 250 actions, eh bien, ce sera des actions A1. Après, vous pouvez demander aussi à en commander en bloc A2. Sachez qu'il n'y a pas, si l'opération est sursouscrite, c'est possible que vos ordres du bloc A2 ne vous soient pas livrés. Et si elle est vraiment très, très souscrite, c'est également possible que toute votre demande sur le bloc A1 ne soit pas non plus livrée. Voilà, donc quelques précisions sur cette. Alors, je crois que je n'ai pas pris la main pour vous montrer sur le site EasyBourse. Excusez-moi, j'ai parlé sans montrer sur le site.
si je peux, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien, oui. Voilà, exactement. Je crois que je vous ai parlé sans vous montrer mon écran. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, si effectivement, si vous avez un compte EasyBourse, dans votre messagerie ou encore via le menu Mes opérations, vous retrouvez toutes les informations sur comment souscrire. Donc, je reprends le chemin Mes opérations, mes ordres sur introduction. Et puis là, vous avez effectivement dans Introduction en bourse, vous avez effectivement le détail de l'opération. Et ce que je disais sur les ordres A1 et A2, c'est effectivement, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Et effectivement, il y a un prix fixe de 6 €. Et si vous voulez choisir votre compte, précisez bien si c'est sur le compte titre, le PEA ou PEA PME. Voilà, tout simple. Je vais revenir à la présentation pour traiter les questions complémentaires, parce que je sais qu'il y a pas mal de questions. Alors, donc à partir de quand pouvons-nous souscrire? Eh bien, vous pouvez souscrire dès maintenant, hein, comme je vous l'ai montré. C'est jusqu'au 3 février à 17 h que vous pouvez souscrire. Et après, les titres vous seront livrés le 8 février et le titre sera coté le 9 février. Voilà. Quel est l'usage? C'est une autre question. Pourquoi une levée de fonds et quel est l'usage que vous allez faire du montant ainsi levé? Quels sont vos objectifs prioritaires? Oui, voilà, Philippe, je laisse la parole à Philippe. Voilà, donc l'usage est avant tout pour financer le développement clinique de la société. Comme vous avez pu le voir, nous avons un programme clinique qui est assez soutenu dans les années qui viennent. Donc l'objectif, c'est vraiment de nous permettre de passer de ces étapes de création de valeur sur les actifs qu'on a pu générer aujourd'hui. Donc on estime que sur la levée de fonds, on a environ 50% de cette levée qui vont être alloués au développement clinique. Et le reste va être alloué sur le développement préclinique d'actifs qui sont encore un peu plus précoces, comme nos phages anti Escherichia coli. Et derrière, tout ce qui est développement, à la fois la production pour la mise à disposition des ATU et le développement de la deuxième génération de notre test de sensibilité en fait de nos phages de la souche bactérienne du patient à nos phages. Et donc, l'utilisation de l'argent vient vraiment pour ces différents objectifs. Et en fait, l'argent qu'on lève aujourd'hui, les 7 à 8 millions qu'on lève aujourd'hui, nous permettent de financer toutes les opérations et tout le plan de développement qu'on a pu vous présenter jusqu'à fin 2022. Qui est l'horizon que nous donne cet argent-là. Mais on a été assez conservateur dans ce domaine-là, puisqu'on a pris en compte aucun autre financement, notamment aucun autre financement non dilutif. Or, si on regarde l'histoire de la société, aujourd'hui, on a reçu à peu près un tiers de nos fonds via des financements non dilutifs. On a des financements via l'Europe, les régions, la BPI, l'armée française, etc. Et c'est des choses qu'on va continuer à aller chercher. Donc, on espère bien repousser ce run rate au-delà de fin 2022 avec l'argent qu'on a levé aujourd'hui, ou qu'on va lever demain plutôt. Voilà, pas encore levé, mais bon, ça approche. En petite question aussi, d'où vient le nom de la société? A-t-il une relation avec le penseur grec Phérécyde? Si oui, laquelle? Absolument. Absolument. C'est l'origine. Alors moi, j'étais pas à l'origine de la société, mais Phérécyde c'est bien le philosophe présocratique qui a donné son nom entre guillemets à notre société. Très bien. Il y a encore quelques questions. Donc, comptez-vous commercialiser vous-même ou bien faire un deal avec une tierce partie? C'est peut-être se projeter très dans l'avenir pour le coup. Même sur les ATU, est-ce que vous commercialisez ça vous-même ou elles viennent directement à vous? Écoutez, il est sûr que nos phages font l'objet de beaucoup de publications et vont faire l'objet d'encore plus de publications dans les années à venir, dans les mois à venir, avec les cas compassionnels, le démarrage des études cliniques, les ATU. Et je pense que, à tout malheur, chose est bonne, on se rend compte aujourd'hui que s'intéresser à l'infectiologie, s'intéresser aux maladies infectieuses n'est pas un luxe.
Et je crois que le rapport de M. O'Neill, qui était tombé un peu dans les oubliettes avec ses 10 millions de morts prévus en 2050, va réémerger et que l'industrie pharmaceutique va se rendre compte qu'elle ne peut pas tout mettre sur le cancer, les maladies métaboliques, etc., mais qu'il y a un devoir de santé publique à s'intéresser à l'infectiologie. Donc aujourd'hui, nos plans sont de continuer le développement clinique, de commercialiser par le biais des ATU. C'est un modèle sur lequel nous travaillons pour les 2 à 3 années à venir. Et entre-temps, il est fort probable qu'on aura eu des discussions avec l'industrie pharmaceutique et nous aviserons en fonction de ce qui nous paraît être le meilleur pour nos actionnaires et la société. Est-ce qu'une sortie via un rachat par une Big Pharma est envisageable, possible? Comme je vous l'ai dit… ou une biotech, hein. Pas non plus se limiter au Big Pharma. On parle souvent des fusions Big Pharma biotech, mais aussi beaucoup de rachats biotech un peu plus grosses, biotech plus petites. Donc, des gens qui sont aujourd'hui, comme disait Guy Charles, dans le domaine anti-infectieux, qui cherchent des relais de croissance, la phagothérapie est quelque chose de très intéressant. Donc oui, tout à fait, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous avons un capital qui est relativement ouvert, personne ne contrôle la société, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. D'accord, peut-être encore 2 questions. Hein. Alors déjà, est-ce que je pourrais avoir les slides? Oui. D'une part, cette session est enregistrée. Je vous enverrai le replay en vidéo. Ceux qui m'enverront une demande par mail, je leur enverrai également les slides. Donc, il y a 2 questions. Hein. Quelle valeur pré-monnaie? Et une deuxième question aussi qui m'est revenue plusieurs fois. Quelles seraient les principales menaces pour vous, pour votre développement? Alors, la valeur pré-monnaie, c'est 27 millions d'euros. Donc, ce qui fait qu'on est sur une valeur post-monnaie qui est, si on prend en compte la clause d'extension, autour de 35 millions d'euros. Donc, c'est pour là. Après, sur les différentes menaces, je vais laisser Guy Charles répondre à cette question. Il y en a comme toujours beaucoup, mais on est là, on est résilient et voilà, laquelle vous ressentez. On menace aussi beaucoup d'autres sociétés, donc il faut nous voir aussi comme une menace et surtout comme une solution sur un marché où il y a un besoin critique très important. Mais Guichard, je te laisse répondre à cette partie-là. Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut bien avoir en tête que par rapport à beaucoup de sociétés de biotech, nous avons eu la chance de pouvoir tester nos produits en conditions réelles. Donc, on ne part pas sur un concept, on ne parle pas que sur un concept, on part sur un concept qui a déjà été testé. Alors, les risques, je pense que en termes de vitesse de développement, la Covid-19 peut représenter un risque, comme pour toutes les sociétés qui sont en train de faire du développement. C'est sûr que le confinement, le fait que les hôpitaux peuvent être surchargés, que des tas de lits peuvent être consacrés à la Covid-19 plutôt qu'à d'autres choses, ça c'est un risque dans le temps, donc ça veut dire c'est un risque qui peut retarder un peu les plans de développement, mais ça n'a pas d'influence sur la qualité de nos produits. Ensuite, les risques sont toujours des risques également en termes de développement clinique. Est-ce que nous allons choisir les meilleures indications? Est-ce que nous allons choisir les meilleurs types de patients, les meilleurs endpoints, les meilleurs critères d'évaluation pour nos études cliniques? Et puis, je pense que les risques sont… enfin voilà, je pense avoir résumé les 2 principaux risques. Sachant que sur le premier, la Covid-19, nous avons très peu de moyens de contrôle, pour ne pas dire aucun. Pour le reste, ça sera à nous de faire le maximum et de nous entourer des bons consultants pour minimiser ces risques. Je me permets encore une question, hein, parce qu'elle est revenue plusieurs fois. Plusieurs questions font référence à D-Innov et demandent un petit peu quels avantages par rapport à D-Innov. D-Innov, alors D-Innov, il cherche, si vous voulez, ils cherchent à faire produire des nouveaux antibiotiques par leurs fameuses bactéries magiques, entre guillemets. Donc, si vous voulez, c'est de la recherche. D-Innov, c'est de la recherche de nouveaux antibiotiques. Et j'espère qu'ils vont y arriver. Je pense qu'il y a des besoins de solutions multiples pour ce problème majeur. Donc, je souhaite très sincèrement que les sociétés qui travaillent dans ce domaine y arrivent.
mais c'est la recherche d'un antibiotique, d'une molécule synthétisée, sécrétée par une bactérie particulièrement intéressante. Nous, notre approche est totalement différente puisque nous utilisons des virus pour tuer les bactéries. Donc, ça revient à, si vous voulez, la pénicilline était fabriquée par un champignon, la streptomycine, ça vient d'un champignon aussi. Bon, les antibiotiques de Deinov, ils viennent de leurs bactéries magiques. Nous travaillons avec des virus. Oui, et nous, on s'appuie sur des milliards d'évolutions et de R&D qui ne sont pas financés par nous, hein, parce que c'est toute l'évolution qui a fait qu'on va chercher les champions qui sont disponibles dans la nature et qu'on va ensuite sélectionner, caractériser et produire à grande échelle selon les critères pharmaceutiques. Donc, on est sur une approche qui est complètement différente et qui nous permet aussi, comme l'a dit Guichard, d'avoir une vraie plateforme qui nous permet d'aller attaquer, d'être évolutif déjà et de pouvoir attaquer d'autres cibles dans le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc, deux approches très, très différentes. Très bien. Écoutez, ce webinaire touche à sa fin. Donc, merci beaucoup à Guichard et Philippe pour toutes vos explications. C'est vrai que c'est un projet qui donne, sur lequel j'ai appris plein de choses et qui permet effectivement d'apporter des solutions très intéressantes aux grands problèmes de la biorésistance. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère que je n'ai pas trop oublié. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci beaucoup à vous deux. Je vous enverrai donc la vidéo à tous ceux qui étaient inscrits d'ailleurs. D'accord. Jean-Baptiste, merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir assisté et pour vos questions. Bonne soirée à tous. Voilà. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.